Donc nous avons décidé de placer la question publique au centre de ces rencontres. Alors je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit précédemment, notamment sur l'intervention de Yannick qui précisait bien effectivement le centre d'intérêt qui était les publics pour Pâques et puis pour la scène également à longueur de colonne, ce qui a amené un rapprochement assez facile entre nous. Nous voulions donc mettre en partage cette question entre acteurs culturels français et belges. Au moins, voilà une question sur laquelle on peut vraiment échanger sans avoir de différence de vocables technocratiques ou autres, d'interroger les modes de représentation contemporains des publics et les modes relationnels existants. Mais nous voulions aussi entrevoir des pistes nouvelles. C'est le sens de ces rencontres. La thématique générale, le titre de ces rencontres, effectivement, porte sur l'innovation. Et nous voulions aussi présenter des actions nouvelles de relation aux individus, aux populations, aux territoires, avec différents intervenants français et belges qui, tous, à leur endroit, sont effectivement porteurs d'innovation dans cette relation. Nous voulions des illustrations, effectivement, en milieu urbain, en milieu rural, en France, en Belgique. Et je pense que là, vous aurez ce panorama à travers ces rencontres. Mais pour commencer, nous voulions déjà avoir un débat de bonne tenue, à la fois sociologique et philosophique, sur ce que sont les publics de la culture au XXIe siècle. Pour cela, nous avons deux invités. Donc, j'excuse Luc Carton, qui espérait toujours pouvoir venir et qui n'a pas pu ce matin venir à cette rencontre et y prendre part. Donc, il n'est pas là. Il vous prie de l'excuser. À mes côtés, donc, Éric Orein, qui est sociologue et philosophe de la culture, et Christian Ruby, qui est philosophe. L'un étant français, l'autre étant belge. Et nous voulions avoir une approche sociologique et philosophique qui portera sur ces nouvelles relations au public et sur l'idée, tout d'abord, que nous nous faisons tous des publics de la culture et de leurs pratiques. Est-ce que nous avons une vision juste de ces publics ? Avec Christian Ruby, nous aborderons une réflexion sur ce qu'il appelle le grand dérangement et l'émergence de nouveaux modes relationnels espérés, fondés sur la culture de soi. Il nous en parlera. Nous pouvons tout d'abord nous demander, comme je le disais, si nous, acteurs culturels, nous avons une vision juste de ce que sont les publics de la culture aujourd'hui. Tant les pratiques culturelles de masse se sont développées, tant les modes de consommation eux-mêmes ont aussi évolué à une vitesse incroyable, tant aussi la relation au public est encore fondée en bonne partie, alors je dirais encore plus fortement en France, sur le modèle malrussien de la culture et de la relation publique, celui qui est fondé sur la rencontre intime entre l'œuvre qui fascine, qui provoque un choc, une émotion, et qui porte en elle les valeurs transcendantales de la culture avec un grand C. C'est un modèle qui est un modèle dominant, et pourtant, depuis des années, d'autres phénomènes sont entrés en ligne de compte, et il faut effectivement en parler. Le travail de l'UNESCO sur la diversité culturelle, sur le questionnement sur les droits culturels également, nous y reviendrons pendant ces débats. Des expériences nouvelles également, qui tentent de réinventer la relation publique, de revenir vers les publics. Alors effectivement, c'est une question centrale de ces débats. Quel est le modèle qui prédomine ? C'est la prééminence de l'œuvre, la prééminence du public, la prééminence de la question de la relation. Nous y reviendrons à plusieurs reprises. Il y a également une demande sociale qui s'exprime globalement en France et en Belgique, je pense, pour la création d'un espace démocratique plus ouvert et qui inclut une participation de tous ceux qui le souhaitent. Et cela se traduit dans le champ culturel par la demande d'une partie de la population, je ne sais pas si on peut employer le terme public, en tout cas une partie de la population, de participer, de s'impliquer, notamment dans la production artistique, dans le processus de création, ce qui sera abordé au cours de ces rencontres. Et puis bien évidemment, cette question des publics, elle renvoie aussi aux valeurs d'éducation permanente ou populaire, les deux qualificatifs étant employés en France et en Belgique, dont on interrogera aujourd'hui aussi l'importance qu'elles revêtent encore. Et puis, nous interrogerons aussi, là je pense que ça peut faire l'objet d'une transition avec la première intervention, celle d'Éric Orein, ces différentes terminologies. Je ne sais pas alors ce qu'il en est, moi je suis français, je ne sais pas ce qu'il en est véritablement en Belgique, mais en France c'est assez parlant. Il y a 10 ou 15 ans, on parlait du public, puis on parlait des non-publics, ou du non-public. On en est venu à parler des publics, de la culture. Aujourd'hui, effectivement, on parle peut-être un peu plus de population, d'individus, de relations à l'habitant.
On en parlait aussi avec Fred Sancerre juste avant d'entrer dans cette salle. Il faut voir aussi dans les professions du champ culturel les différentes terminologies qui renvoient au public également. Dans le domaine, le monde du théâtre, du spectacle en général, on va parler de relations publiques, notamment les organigrammes, public CS ou QUES, qui renvoient aussi à des modes de relations différentes. Dans les musées, le monde du patrimoine, on parlera plus de médiation, de médiateur. Lorsqu'on est dans l'éducation populaire ou permanente, on parlera aussi d'animation, d'animateur culturel. Et on voit que la relation publique, effectivement, elle est aussi très très liée à cette terminologie. Alors, juste pour poser le débat et l'ouvrir, je dirais de façon relativement large, est-ce que justement, Eric Orein, nous avons une juste représentation aujourd'hui? Est-ce que nous avons une bonne connaissance, nous, acteurs culturels, de ce que sont les publics de la culture? Non. Très bien. Mais encore. Moi, dans mon travail d'académique, occupé de surtout culture en milieu multiculturel, en milieu urbain, les affaires, disons, le rapport entre le secteur culturel, le secteur artistique et des populations diverses qui ne sont pas tous représentés dans cette salle, je suis confronté à, disons, c'est ça peut-être comme introduction à vous communiquer, à deux problèmes où je pense que mon nom, disons, est pertinent. D'abord, tout le monde semble être d'accord que le monde est en train de changer profondément. Nous sommes dans une, je pense aussi, nous sommes dans une période de transition de l'humanité qui est de la même nature que la révolution néolithique ou la révolution industrielle. C'est-à-dire, on entre dans un processus, on sait que les trucs sont en train de changer et on n'a pas les matériaux intellectuels et instrumentaux et institutionnels pour saisir ce qui se passe. Donc en réalité, je vais vous poser un problème, je ne sais pas comment on va en sortir, mais j'invite tout le monde à se rendre compte que les instruments et les façons d'aborder les choses du passé font partie du problème et pas partie de la solution nécessairement. Donc tout le monde, mondialisation, le changement de la société industrielle vers une société post-industrielle, tout cela a changé le rapport entre l'État et le marché et donc emmène une culture de consommation qui est moins réglée par l'institutionnel et plus réglée par le pouvoir d'achat, la consommation, un rapport de consommation, etc. Tout ça, on connaît. Mais je pense que ce qui est sous-estimé dans tout ce changement, c'est l'affaire des échelles. C'est-à-dire, pour moi, la mondialisation et urbanisation. Au début du XXe siècle, 10% de la population mondiale de l'humanité vivait en ville. Au début du XXIe siècle, c'est plus de la moitié de la population mondiale. Et dans les continents développés, Europe par exemple, ça fait 80%. Donc, nous devenons un animal urbain et je pense que culturellement, nous ne le savons pas encore. Donc, je ne vais pas prendre le temps de développer tous les éléments de ces implications, mais une des implications, je pense, c'est de se réaliser une ville n'est pas un pays. Et donc, si on parle de champ culturel, d'espace culturel, on fait vite, disons, l'économie de réfléchir à ces échelles. Et donc, on pense que immédiatement, les espaces culturels sont les espaces qui ont été conçus et construits à partir du XIXe siècle, qui sont les communautés nationales, en réalité. Et les rapports, disons, de changement, c'est ces rapports-là. Et on est bien placé ici dans ce lieu pour le comprendre. Donc, le représentant de la ministre de la Culture n'était que le représentant d'une
des ministres de la culture. Nous en avons 4 à Bruxelles. Hein. Nous avons 2 communautés et 2 ministres régionaux de la culture. Et je vous fais entre l'économie, nous avons 19 échevins de la culture à Bruxelles, plus 10 échevins de la culture néerlandophone à Bruxelles. Donc, il y a plus des politiques culturelles à Bruxelles, il y en a plus de 30 en réalité. Et chacun, d'accord, enfin un peu hein, l'autodérision comme annoncé, mais enfin chacun présente les politiques et le champ comme un champ d'intégration sociétale. Et on parle donc de participation et d'études de participation par rapport à la population, comme si la participation au centre culturel francophone à Bruxelles disait quelque chose sur la population. Et la même chose est le cas des études de participation des centres culturels néerlandophones, du théâtre, de Chic et de Tchak. Donc, voilà, donc on a déjà un rapport qui est mal formaté à partir de l'idée que l'espace culturel dans lequel on intègre et on représente, donc la carte mentale de la population, n'est pas la population réelle, ni les cartes mentaux, ou mentales, c'est parce que, qui sont présentes dans la population. Donc, un aspect des choses, pour moi, nous devenons des urbains et une ville n'est pas un pays. Et donc, la question du champ culturel, est-ce que c'est un champ culturel national? Et quel autre champ culturel existe? Parce que, donc, je pense que l'urbanité, pour moi, c'est un de mes thèmes, l'urbanité est une forme de société et donc une forme de culture post-nationale. Mais je ne sais pas en dire plus en réalité. Ce qui change aussi la vision des cartes. Hein. Donc, quand on fait des cartes, dans l'espace culturel national, on a des territoires avec une frontière qui sont départagés d'autres territoires. Et avec l'idée, qui est une illusion naturellement, qu'à l'intérieur du conteneur, il y a beaucoup d'homogénéité et à l'extérieur, il y a beaucoup de différences. La différence avec la ville, c'est que la ville est inscrite dans un espace des flux plutôt que dans un espace des lieux et que donc la connectivité est tout à fait différente. Tout à fait différente. La population disons, étrangère, qui ne veut pas devenir belge en plus, c'est pour ça que la population la plus importante à Bruxelles sont les Français. Hein? Oui, on pense que c'est les Marocains ou les Turcs, non, c'est les Français. Nous n'avons pas une taxe sur la fortune, et en moins d'une heure et demie, on est au centre de Paris, ce qui n'est pas possible avec le transport en commun de la périphérie de Paris au centre. Et en plus, on achète une maison bourgeoise à Bruxelles pour 20% du prix qu'à Paris, que davantage. Mais donc, la carte mentale, est-ce que ces gens-là font partie, disons, de la population qu'on doit étudier? Quel type de participation ils ont et où? Et est-ce que c'est, disons, la vision de la ministre Lalande, de la communauté française, ou de la COCOF, ou de la communauté flamande, ou de l'Echevinat d'Ixelles, ou de la zone métropolitaine de Bruxelles? C'est quoi le champ de participation de rapport? Voilà. Premier point. Deuxième point, ce sera le dernier aussi. Je pense qu'un des effets, disons, du changement de régime et du changement, du décentrement de la culture de l'État vers le marché, même si on a une position critique par rapport à ça, a trop appris aux professionnels de la culture et au secteur culturel institué d'avoir un rapport au public comme si c'était un rapport marchand. Même si on ne veut pas être marchand, on réfléchit ce rapport, et donc on l'a déjà entendu dans l'introduction aussi. Quand on parle de chiffres de participation, c'est immédiatement un chiffre de consommation.
Donc, qui sont les participants? Ceux qui achètent un ticket pour venir au théâtre. Et les autres sont quoi? Sont des incultes. Hein? Donc, quelle est la question de comment on rentre dans la culture? C'est en consommant l'offre culturelle instituée. Alors, un des problèmes, naturellement, c'est que dans la société multiculturelle, et donc je regarde aussi, disons, l'offre est faite à un certain format, et le public, la population, a une autre composition. Et les deux ne sont pas immédiatement adaptés. Et ce n'est pas parce qu'il faut démocratiser plus, parce que l'étiquette doit être moins chère, etc. C'est parce que faire référence, ce qui le champ culturel, le champ symbolique doit faire référence, donner sens à la vie, au niveau de la culture dominante, n'est opérationnel que pour une partie de la population. Donc je pense que nous devons quitter le schéma d'analyse, qui est un schéma d'analyse que les pratiques culturelles sont des pratiques de consommation. Et qu'en réalité, ce qu'on essaye de mesurer, c'est le rapport entre l'offre légitimée, l'offre légitime, et le public et la part du marché qu'on a. Et ce qui, naturellement, est aussi une ancienne vision de comment civiliser les gens, comment éduquer les gens, et comment donc, c'est quoi quelqu'un qui est civilisé? C'est quelqu'un qui est bien intégré, qui sait se comporter dans la communauté nationale. Et si on va ailleurs, ben, il faut se réintégrer par un autre chemin culturel, avec une autre consommation, et puis on apprend, quand un Hollandais déménage en Espagne, hein, la vraie question culturelle, c'est comment j'arrête à avoir faim à 6 heures et comment je commence à avoir faim à 9h30. Ça, oui, mais c'est à ce niveau-là, naturellement, que se posent les vrais problèmes des pratiques culturelles, c'est-à-dire le lien entre les références culturelles et les modes de vie. Bon. Alors, ce que je propose, comment moi j'essaye de solutionner cette question, c'est de quitter cette affaire de marché et de rapport, mais c'est de partir des modes de vie, c'est des pratiques culturelles, c'est de partir de l'hypothèse que chaque humain est un être culturel. Et que donc ce n'est pas par rapport aux professionnels, à l'offre, mais par rapport à ces références culturelles qu'il faut d'abord étudier les modes de vie, les publics différents, etc. Et je ne rentre pas immédiatement dans tout ce brouhaha de multiculture et qui montre la segmentation et la fragmentation, tandis qu'un des éléments, je pense, de l'urbanité, c'est justement l'hybridité, le métissage. Donc, en Belgique, on nous fait croire que Bruxelles est une ville bicommunautaire, francophone ou néerlandophone. En réalité, plus de la moitié de la population a des origines étrangères et donc pas de référence belgo-belge. Et ils ont à choisir, quand ils ont un enfant, à l'envoyer à l'école flamande ou l'école francophone. Et les deux ne fonctionnent pas très bien pour ceux qui sont trop différents par rapport à ça. Mais en plus, 42% déjà des ménages sont culturellement mixtes, sont multilingues, ne rentrent pas dans un système de référence. Donc en réalité, ce n'est pas l'identité, ce n'est pas la tradition, l'histoire commune. Donc si à Bruxelles, on doit faire un projet sur base de racines communes, on est foutu. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se construire. On a un destin commun. On est bien obligé de faire avec. Et donc, ce que nous devons construire, c'est une culture construite, en réalité, qui donne la possibilité de vivre ensemble sur base de la différence et pas sur base de ce qu'on a en commun. Donc, tous ces éléments-là se retrouvent dans une sociologie de la culture. Alors, qu'est-ce que je remarque? Il y a deux processus en œuvre. Il y a d'abord un processus de documentation de ces modes de vie. Ce que nous faisons en tant que professionnels de la culture, c'est de formuler, c'est de produire, disons, des objets, des artefacts qui réfèrent à cette vie-là. Et alors, dans tout ce matériau culturel, il y a des éléments qui deviennent la tradition.
sais pas si vous connaissez encore Hugo Claus, il est mort, mais quand moi j'étais à l'Athénée, l'école secondaire, on me disait que je ne pouvais pas lire ça parce que c'était étranger à notre culture populaire. Hein. C'était trop critique, etc. Il y a 10 ans, chaque année, au moment où le Nobel de littérature était dans l'air, on était tous un peu excités parce qu'on allait gagner, on allait gagner le prix Nobel avec Hugo Claus. Donc il y a un changement là de produits culturels, de livres qui dans un certain temps sont éliminés de ce qui est commun et qui puis rentrent. Donc en fait il y a une tradition sélective, une sélection qui est une opération politique, une opération de pouvoir et qui exprime l'identité commune et qui est réinvestie par l'éducation populaire, l'école, etc., dans les modes de vie. Alors ce que je remarque dans cette transformation, c'est que l'idée initiale, qui est l'idée de l'État-nation en réalité, c'est que les modes de vie, la vie quotidienne, la documentation, la culture instituée, disons, et puis la sélection qui fait identité, on avait l'idée que tout ça, ça fonctionnait organiquement. Et que donc un petit changement de mode de vie était alimenté par quelques artistes qui en faisaient la documentation, et puis par certaines opérations, certains éléments étaient oubliés, d'autres éléments devenaient tradition, et voilà, cette tradition, c'était nous, et les nouveaux arrivants, les petits bébés, et puis les immigrés, voilà, ça c'est nous, vous pouvez vivre avec nous, mais il faut d'abord devenir comme nous, un peu, mais on vous aide à faire ça, on vous apprend la langue, la culture, l'histoire, etc. Tout cela ne fonctionne plus dans ce changement, et je pense qu'il y a deux interfaces qui font défaut. C'est-à-dire, la documentation n'est pas équilibrée, c'est-à-dire certaines couches de la population reconnaissent leur mode de vie dans ce qu'ils regardent à la télévision, dans les galeries, dans les expositions, ah oui, ça me parle. Et puis il y a un nombre de populations qui est plutôt où faire sens, ça c'est pas moi, ça c'est pas mon expérience. Je suis étranger à ça. Et je pense que cette séparation est très forte actuellement dans la population et que le secteur culturel dans son offre cherche certains publics et en exclut d'autres, mais pas pour des raisons sociales seulement, pour des raisons, disons, d'ordre symbolique. Et puis, une deuxième interface qui fonctionne mal, c'est la sélection. C'est-à-dire, dans la mesure où toute la politique de reproduction culturelle est surtout nationale, je vous rappelle que l'Europe s'intègre au niveau du marché, au niveau de la répression, au niveau de la police, au niveau de tas de choses, mais pour faire une université européenne, ça c'est impossible. Hein. C'est-à-dire les diplômes, ça c'est national. Hein. Pour faire un musée européen, ça c'est impossible. Donc je vous dis, à ce niveau-là, c'est l'État-nation qui continue à contrôler et à peser et à sélectionner la culture au niveau de l'identité pour ne pas accepter, disons, que l'hybridité, que le métissage devienne, disons, le niveau d'identification. Alors je pense donc que si, pour comprendre le lien entre la population, qui n'est pas nécessairement vos publics, hein, votre part de marché, qui est une population, qui est beaucoup plus complexe de ce qu'on peut représenter, il y a inadaptation entre cette population et la production instituée de l'art et de la culture. Et deuxième élément, les sociétés ne sont, surtout européennes en plus, ne sont pas assez ouvertes pour former une identité commune dans laquelle différents modes de vie peuvent se représenter. Et je vous invite à regarder un peu autour de vous à Bruxelles. Bruxelles est par excellence un cas d'étude pour comprendre cette totale inadaptation entre l'idée de la culture et la socialisation dans une communauté nationale et l'urbanité. Si on fait pas de politique de la culture à Bruxelles, Bruxelles est un territoire
où différentes politiques de la culture, différentes institutions opèrent sans rendre compte d'un diagnostic commun et sans offrir une vraie intégration. Parce qu'il est impossible à Bruxelles de faire lien social si ce n'est pas un lien social intercommunautaire, interculturel, métissé, hybride, impur. Les Zinneke et la Zinneke Parade, disons, est la fête de l'impureté et pas de la purification culturelle. Et je pense que nous devons donc avoir l'œil pour ces inadaptations. Donc en conclusion, je pense, une idée forte, je ne sais pas ce que vous en faites, mais enfin ça c'est mon inspiration au moins, le monde devient urbain et une ville n'est pas un pays. Nous devons réfléchir le champ culturel dans un réseau de zones métropolitaines est autre chose qu'un continent plein de pays, par exemple. Et deuxièmement, nous devons quitter ce rapport au public comme un rapport de marché, de consommateur, de producteur à consommateur, pour regarder les interfaces entre mode de vie, la vie quotidienne, la représentation de cela, et puis la culture officielle, sélectionnée, la tradition, ce qui fait identité, etc. Voilà. Merci Eric. Je vais vous poser une question, mais... Alors, je vais vous poser une question, mais tout d'abord, je voulais rappeler que ces journées, on les a fondées comme une sorte de forum, en fait. Donc, il y a des micros qui vont circuler dans la salle, qui peuvent circuler si vous levez la main. Donc on sera ravis si vous intervenez, vous interpellez l'un ou l'autre de nos intervenants sur cette table ronde-ci ou sur les prochaines. C'est un peu le fondement aussi de ces rencontres-là, donc on aimerait que vous puissiez aussi interagir avec nous et réagir ou poser des questions. Donc vous me ferez signer avec la main, on vous passera le micro. Merci. Moi j'ai une question pour Eric Rein. Là vous nous parlez effectivement de la culture de l'autre qui doit être prise en compte, ça nous renvoie au droit culturel. Alors je pense une interpellation déjà à celui qui structure l'offre, au programmateur par exemple, une interpellation à celui qui en fait, c'est d'établir le lien, donc le médiateur, mais est-ce que c'est aussi une interpellation à l'artiste où est l'artiste dans ce schéma que vous venez de nous dépeindre? Est-ce que lui aussi, effectivement, il a été longtemps dans un schéma excluant peut-être également? Est-ce qu'il est entré dans ce marché-là? Où se situe l'artiste en fait, dans ce propos? Vaste question, parce que l'artiste n'existe pas. Je pense qu'il y a... Oui, ça, l'art, enfin, je ne me suis pas exprimé sur l'art encore. Hein, donc, mais l'artiste en tant que catégorie sociale ou sociologique, j'inviterais aussi à faire la différence entre ceux qui produisent, par exemple, un objet dans leur atelier pour après le processus de production, le montrer à un public. Pourquoi? Pour le montrer, pour le vendre, en réalité. Et ceux qui font, par exemple, un spectacle ou une représentation où il y a un tout autre rapport, et je pense d'une toute autre nature, avec le public, avec le spectateur, l'auditeur, etc. Donc, il n'y a pas une catégorie d'artistes. Ça m'amène à dire que la différence est le contexte dans lequel la création est faite, le processus de création. Et je pense que là, il y a différents contextes de production qui va de l'artiste qui s'exprime, enfin qui pense qu'il s'exprime comme individu. Enfin, je ne pense pas que des individus existent, je pense que nous sommes des individus. Bon, qui produit quelque chose et puis l'échange, et jusqu'à un des thèmes de ces journées, c'est-à-dire tout le processus socio-artistique où on crée en contexte et où donc l'inspiration, mais c'est une question très difficile, c'est qui inspire quoi là-dedans, c'est quoi créer en contexte, mais c'est un des éléments quand même qui est très mis en avant actuellement. Est-ce que l'art survit est-ce que ça ne devient pas une interaction créative entre humains? Est-ce qu'il y a encore l'artiste d'un côté et puis le non-artiste de l'autre qui coproduisent? Ça devient
mais ça devient un champ de recherche. Être artiste, naturellement, c'est comme toute autre profession, ça sert à une chose, c'est de dire que les autres n'ont pas cette profession. Hein. Il y a des recherches là-dessus, hein, de la médecine. Les médecins doivent avoir des malades, parce que sinon il n'y a pas de médecin, et donc il faut avoir... vous comprenez, et l'artiste et tout les professionnels de la culture sont naturellement des gens qui, hein, comme un professeur, comme moi, s'il n'y aurait pas des incultes, des gens qui ne savent pas, pourquoi on me paierait encore de les apprendre quelque chose? Donc, moi, j'ai intérêt à positionner les autres dans le non-savoir. Oui, vous parlez d'urbanité, mais qu'en est-il en fait dans des zones rurales, la culture en zone rurale, où il y a peu ou pas de métissage, voilà, quelle est votre vision de cette culture-là? Oui. Ben, vous êtes française, c'est ça? Non, je suis belge et je m'occupe d'un centre culturel dans le fin fond de la Belgique, ah, donc oui, le fin fond, oui. en province de Namur, à la frontière française. Il faut déménager, je pense. Mais non, est-ce que la ruralité existe encore? Je ne pense plus que la ruralité existe en termes de ville et puis interland rural. D'abord, disons, la ruralité est investie par des gens, pas nécessairement en France, c'est pour ça, si vous étiez français, j'aurais dit par des Anglais, mais donc les maisons de week-end, tourisme, etc. Et en même temps, les soi-disant ruraux sont connectés au reste du monde d'une toute autre façon. Donc, ce qui est culturellement relié, c'est vrai qu'il y a moins de densité, qu'il y a moins de services, etc. Mais au niveau, disons, du mental, de la carte mentale, je ne pense pas qu'on peut faire la même division territoriale. Hein, donc, je pense qu'il y a des suburbains qui vivent en ville, comme il y a des très urbains qui vivent même isolés dans leur fermette en dehors de la ville. Et je pense que donc au niveau de la carte mentale de la culture, cette division ville-rurale n'est plus pertinente. J'ai une intervention juste derrière également. Et puis... Oui, dans votre tout à fait intéressante intervention, vous êtes parti du concept anthropologique de la culture. Est-ce que ça sous-entendait du relativisme culturel et avec ces dérives, on va dire, c'est-à-dire le fait que tout se vaut et qu'à partir de là, la question évidemment patrimoniale, elle est réglée d'emblée. La question des droits, elle est réglée aussi. Je pense en particulier évidemment de la place de la femme dans la société, des droits acquis et des droits aujourd'hui remis en question. Voilà. Est-ce que ces questions-là, vous n'avez pas l'impression qu'elles risquent de perturber votre approche première à partir de la culture comme une donnée anthropologique, d'abord et avant tout? Oui, donc, est-ce que ça mène à une position relativiste avec les dangers des dérives? Ma réponse est oui, mais sans les dérives. C'est-à-dire, ce n'est pas une position essentialiste. C'est-à-dire, ce n'est pas une position romantique de la culture. Ce n'est pas une position qui dérive le corps de la culture, disons, du Volksgeist, de l'esprit du peuple, de toute cette tradition de la culture. C'est-à-dire, oui, relativisme, mais en termes d'un constructivisme. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, pour moi, la culture devient un aspect, disons, de politique et d'espace public et de négociation et donc de coproduction, pas en termes de décision seulement, parce que la démocratie, c'est pas seulement on vote et puis on exécute, c'est aussi
avoir les espaces de coproduction. Pour peut-être illustrer ça, moi je pense que ça nous a pris un siècle, le siècle des Lumières, pour penser la possibilité de vivre ensemble sans partager la religion. Et si on regarde, disons, les premiers philosophes qui ont traité de ça, qui voulaient faire une philosophie politique, ils ont traité d'abord Dieu. Hein, donc, Spinoza s'est confronté à Dieu, il l'a mis partout, et puis on a été débarrassé, et il a pu faire une philosophie politique. Et donc, l'idée qui inspire aussi la laïcité, etc., de la séparation entre l'État et l'Église, qui semble être fondateur de l'Occident, actuellement, ça nous a pris un siècle pour penser cela. Je pense que la majorité de la population mondiale n'est pas encore convaincue de cela, qu'on peut vivre ensemble sans partager la religion. Mais qu'est-ce qu'on a fait au XIXe siècle? On a aboli la religion d'État et on l'a remplacée par la culture d'État. On a fait des États monoculturels, avec comme idéal des territoires monolinguistiques, monotraditionnels, mono-éducatifs, etc. Je pense, et donc dans l'urbanisation, nous confronte avec un nouveau siècle des Lumières, peut-être qui est nécessaire, à réfléchir la possibilité de vivre ensemble sans partager la culture. Et comme au début du siècle des Lumières, on ne savait pas penser ça, on doit donc traiter la culture pour s'en débarrasser en réalité, pour en extirper ce qui est la société qui n'est pas nécessairement légitimée par une culture commune. Comment apprendre à vivre ensemble sur base de la diversité au lieu de vivre sur base de la communauté? Je pense que c'est une idée forte qui est très difficile avec mes étudiants aussi à critiquer. On pense qu'on est ensemble parce que sur base de ce qu'on a en commun. On pense que la société est basée sur la communauté. On le pense la communauté nationale, mais aussi, disons, l'histoire du mouvement ouvrier pense que, objectivement, la classe ouvrière a mis en commun et que donc, ce qui est en commun est plus important que ce qui est la différence. Je pense que l'urbanité interroge cette hypothèse-là. Et donc, à Bruxelles, vivre ensemble sur base de ce qu'on a en commun ne va pas être possible. On doit donc inventer un lien social, une société, et donc pas une cohésion sociale, qui est aussi entachée, pas une cohésion, mais un lien social qui respecte la diversité radicale et une diversité qu'on ne peut pas mettre simplement dans un pot. Et ça va nous prendre un nouveau siècle des Lumières, je pense. D'abord, c'est très difficile de prendre la parole après mon collègue pour des raisons d'humour belge que je ne maîtrise pas du tout et je vais avoir beaucoup de mal à procéder de même manière. D'autre part, comme vous allez voir très très vite, manifestement on est d'accord sur de très nombreux points. Après justement, c'est peut-être dans le débat qu'on raffinera des choses, mais je vais d'ailleurs redire un certain nombre de choses, peut-être autrement, bien sûr, après c'est une affaire de style, mais globalement on va tourner autour des mêmes problèmes. Je vais quand même faire quelques remarques sur tout ce que j'ai entendu avant de développer ma perspective. En relevant d'abord deux choses d'emblée dans ce qui a été dit, et puis après quand même un petit déroulement. La première, c'est que à propos du relativisme et de la question qui a été posée, il faut quand même rappeler que penser dans le relatif, c'est pas nécessairement être relativiste. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument apprendre, parce que dans les débats autour du relatif et du relativisme, on échoue très très vite, parce que tout le monde confondant tous les termes, on n'arrive plus du tout à comprendre qui dit quoi et comment. Penser dans le relatif, c'est absolument fondamental, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire penser relativement à un contexte, penser relativement à un ensemble de rapports, etc., etc. C'est comprendre que les choses ne sont pas des choses, ce sont des rapports, et qu'en prenant au sérieux les rapports, on peut penser peut-être des choses nouvelles, etc. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Mais ce n'est pas nécessairement tomber dans le relativisme. Ou alors, il faut admettre qu'il y a deux types de relativisme, un relativisme qui se perd et un relativisme raisonné, je ne sais pas, mais voilà, c'est juste une remarque. La deuxième au passage, quand même,
c'est un peu le plaisir d'être à Bruxelles, c'est qu'il est très très important qu'en Europe, il y ait voilà, des lieux, donc des villes, en l'occurrence Bruxelles, qui soient d'une façon ou d'une autre des laboratoires de l'Europe de demain, et qu'à ce titre, ce que nous, à Paris, on juge comme des batailles linguistiques, comme des etc., me paraît à moi bien plus fondamental, parce que la promesse de quelque chose qui pourrait en sortir, si effectivement dans tous les pays qui composent l'Europe aujourd'hui, on était capable d'apprendre au moins 2 langues ou 3 langues, déjà un certain nombre de choses se glisseraient les unes sur les autres, enfin donneraient des formulations qui sont infiniment plus intéressantes que les blocages qu'on voit un peu partout. Alors, mon titre, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, il s'est posé la question de savoir à quel titre son nom était pertinent dans le débat. Bon, alors le mien, je ne sais pas du tout s'il est pertinent dans le débat, mais 2 mots quand même pour centrer sur mon travail, parce que je vais parler de la même chose, mais à partir de mon travail, parce que je ne sais pas parler autrement que de ce que je fais et de ce sur quoi je travaille actuellement. Alors, en l'occurrence, mon travail porte sur la question du spectateur, la question du public, mais entendons bien sur la question du spectateur et du public dans leur configuration philosophique. C'est-à-dire, très exactement pour ce qui est du spectateur, je vais me borner à ça, comment les philosophes, à partir du XVIIe, fin XVIIe, début XVIIIe et tout le XVIIIe, se sont eux-mêmes éduqués pour devenir des spectateurs. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante, c'est que par comparaison avec ce que nous présentons aujourd'hui, globalement, on se présente tous comme des spectateurs, comme s'il était naturel d'être spectateur. Et ce que j'essaye de travailler dans les textes du XVIIIe, c'est qu'on ne naît pas spectateur, on n'est pas spectateur, mais on le devient, et au prix d'une, disons, conversion momentanément, en tout cas d'un énorme effort sur soi, qui fait que devenir spectateur, c'est pas aussi simple qu'on le croit, c'est pas aussi facile qu'on le croit, ce qui implique aussi, et finalement, j'ai l'air de parler du 18e, mais si vous avez une oreille qui est capable de glisser vers aujourd'hui, c'est évidemment de ça dont je suis en train de parler, et que dans le même temps, contrairement à des débats que moi j'estime franchement complètement erronés et égarants, personne ne passe d'une absence de culture à la culture, mais nous passons tous d'une forme de culture à une autre forme de culture. Personne ne passe d'une absence de capacité à être spectateur à tout d'un coup, je ne sais pas quoi, venant du ciel, une capacité à l'être parce que je ne sais pas quoi, une espèce de transcendance curieuse de l'art. Personne n'est absent de spectacle, mais nous pouvons en permanence changer de spectacle, et c'est cela qui nous oblige constamment à nous refaire. Et le problème du spectateur, ce n'est pas tellement d'être ceci ou cela, c'est d'être constamment en lutte avec soi-même, comprendre qu'on est véritablement au droit d'une œuvre, au droit d'un spectacle ou au droit de quelque affaire culturelle que ce soit, que si on est en permanence capable de se déprendre de soi-même. Et c'est cette difficulté qui fait que moi je ne comprends pas bien les débats sur le spectateur, le public, les non-publics, etc., comme ça a été rappelé tout à l'heure, parce que d'abord, pour moi, et j'y reviendrai tout à l'heure, la question du spectateur, c'est le problème d'une trajectoire et d'un exercice. Et tant qu'on n'est pas entré dans cette perspective-là, je pense qu'on ne peut absolument rien comprendre à ces questions. Alors, je vais peut-être essayer de les développer tout à l'heure, mais je finis mon repérage par rapport à ce qui a été dit. Au passage, que le monde change, j'avalise parfaitement ce que mon collègue a dit. Bien sûr que le monde change, et même pour alors faire dans l'humour, alors ça doit être un humour français, ça ne va pas forcément vous faire rigoler à mourir, mais chaque fois que je pense à ça, moi je repense au film de Chaplin, Charlot, donc La rue est vers l'or. Vous savez qu'au bout d'un moment, alors le personnage est entièrement perdu, c'est probablement notre cas, il plonge la main dans sa poche, il sort une carte sur laquelle il y a marqué nord, sud, est, ouest. Bon, mais il ne sait absolument pas dans quel... Voilà, donc tout d'un coup il décide de la placer, et voilà, et il avance. Et chose curieuse, il s'en sort. L'affaire est la suivante. En un mot, nous sommes bloqués sur une ambiance, des discours et peut-être des positions personnelles qui ne cessent pas, devant le changement, de chercher à s'accrocher à des repères que, vous l'écrivez avec un E évidemment, et tout de suite après vous corrigez, vous mettez AI, parce que la plupart des repères servent de repères. Et ça, c'est un drame fondamental, je vais le réexpliquer ensuite au travers, je vais un petit peu développer aussi ce que mon collègue a dit à propos des Lumières, parce que ça me paraît un des points nœuds clés en tout cas de ces discussions. Donc, voilà, c'est comme Charlot, si vous cherchez des repères, vous êtes perdu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a l'intelligence de faire autre chose. Il dessine une trajectoire. Tant pis, peu importe, le nord, le sud, l'est, ouest, il faut avancer, il faut construire. En un mot, il faut chercher des amers et plus des repères. Et un amer, pour ceux qui sont marins, ça n'est pas un point,
qui est éternellement fixé et auquel on peut... C'est n'importe quoi qui peut vous servir d'armère. L'important, c'est de dessiner avec 2 amers une trajectoire. Puis vous changez d'amère, puis vous changez, etc., indéfiniment, et vous construisez votre trajectoire. C'est ça, me semble-t-il, l'un des points essentiels de notre époque. Autrement dit, au lieu de larmoyer, je vais y revenir aussi tout à l'heure, ou de tomber dans la réaction par rapport aux enjeux de notre époque, il faut construire, reconstruire et comprendre qu'on ne construit absolument jamais une fois pour toutes. Il faut toujours reconstruire, reprendre, recommencer, changer les amers, changer les perspectives, reprendre les choses. C'est du relatif, c'est pas du relativisme. En plus de cela, pour terminer juste avec le repérage au fur et à mesure de ce qui a été dit, ce qui est très caractéristique, mon collègue l'a très bien dit, c'est que ce n'est pas seulement le monde qui change, mais c'est aussi notre rapport à nos propres catégories. C'est-à-dire que nous finissons par nous attacher tellement aux catégories qu'elles nous rendent aveugles sur le changement, les orientations possibles à l'intérieur des changements, et que ce blocage, c'est notre propre tiraillement. Mais ça, ce n'est pas une reconstruction de soi, c'est simplement que nous sommes tellement habitués à un certain nombre de choses que nous n'arrivons même plus à les penser autrement. Et il est vrai que l'un des présupposés majeurs de pratiquement tous les débats sur la culture, c'est toujours que les débats sont pris sur l'hypothèse d'une unité non problématisée. Une unité, une identité, une unité non problématisée, il faudrait qu'il y ait de l'unité, il faudrait qu'il y ait du consensus, mais très franchement, moi je ne comprends pas pourquoi tous mes travaux portant sur le 17e montrent que c'est le dissensus qui est fondateur et que c'est à partir du dissensus que quelque chose peut se constituer, et la position du spectateur, d'ailleurs il n'y en a pas, je dis ça vite parce que c'est plus facile comme ça, mais c'est d'être toujours dans le dissensus. Pour le caricaturer rapidement, vous êtes habitué à voir des tableaux de tel, je ne sais pas quoi, tel peintre, telle époque, etc. Le problème, c'est pas de savoir si vous les voyez, c'est justement d'avoir la différentielle d'un autre tableau qui bouleverse tout ce que vous avez appris pour pouvoir vous changer, c'est-à-dire vous déprendre de soi. C'est ça la culture d'une certaine façon. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je fonce un peu dans mon affaire. En un mot donc, par rapport au public, aux spectateurs, ce qui est très important, ça a été bien dit, c'est que le spectateur n'est pas quelque chose. Le spectateur n'est pas un être, le public n'est pas un être. Public, spectateur et autres, ce sont des rapports. Et s'ils sont des rapports, ce sont des rapports qui sont toujours en tension, en bouleversement, en déplacement, en développement, etc. Et que c'est à l'intérieur de cette affaire qu'il faut se mouvoir. Et effectivement, en fond du débat, il y a évidemment le problème du commun et le problème de l'universel. Bon, ça c'est bien clair, avec 2 notions qui elles-mêmes sont, comment dire, utilisées de façon tragiquement bloquée et bloquante. C'est-à-dire le commun, on ne conçoit le commun que comme l'uniforme et l'homogène, et on ne conçoit l'universel que par le primat de l'un. Mais l'universel, c'est pas ça, c'est le rapport entre deux. Et c'est le rapport, et c'est pas l'un ou l'autre. Voilà. Bon, tout ça, j'y reviens dans 2 secondes si vous voulez, mais je ne veux pas non plus bloquer complètement la parole. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de prendre ces distances. C'est de prendre des distances, c'est d'être toujours capable de prendre des distances avec soi-même, avec nos propres habitudes, avec nos propres constructions, et de comprendre que s'il y a un côté intéressant au domaine de la culture, c'est justement qu'elle nous apprend en permanence à nous désapprendre de nous-mêmes. Alors, à partir de là, je voulais faire 5 propositions. Je vais juste les énoncer. Puis, comme Cyril l'a dit, bon, le texte n'est pas très important par rapport à cette affaire. Les 5 propositions sont les suivantes. Premièrement, nous avons reçu une éducation. Bon, ça c'est incontestable. Donc, globalement, je schématise évidemment un peu, il s'agit de l'éducation construite par les Lumières, d'une façon ou d'une autre. Et méfiez-vous, parce que la conclusion ne va pas être il faut démolir les Lumières, ça n'aurait strictement aucun sens. Simplement montrer qu'on peut faire autre chose, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, cette éducation reçue, c'est vrai que dans le contexte européen, c'est la référence à une notion de culture, et elle naît au XVIIIe. Alors, ce n'est pas à peine d'aller chercher, je ne sais pas quoi, la construction de la notion de culture, c'est très typiquement le 18e, avec un certain nombre de paramètres que je nomme rapidement, à savoir d'abord une place par rapport à une société laïque, donc ça a été dit. Deuxièmement, une place incontestable dans la formation des élites et dans la manière dont les élites se rapportent à elles-mêmes. Une part très très importante dans le développement institutionnel, dans la construction du sujet, dans la mise, en tout cas, en suspens de la question de Dieu, car ça ne peut pas empêcher non plus un certain nombre de croyants de continuer à croire. Une référence en même temps d'ailleurs, auto-centrée et évidemment européenne et blanche, sur l'idée que, bien sûr, nous pouvons nous transformer, mais, excusez-moi, voilà, il y en a d'autres qui ne peuvent pas se transformer, c'est des sauvages, c'est des machins. Bref, la colonisation est quand même derrière, et excusez-moi, mais tout ça,
tout le monde le sait quand même, bon, il n'y a pas besoin de référer à beaucoup de personnes, tout cela, d'une certaine façon, s'achève dans Auschwitz. Bon, Auschwitz étant ici une métaphore générale, si vous voulez, ce n'est pas seulement ces camps d'extermination-là, c'est beaucoup plus large que ça. C'est l'échec radical d'une position universaliste qui est purement et simplement posée, uniforme, homogène et contrôlée grosso modo par un certain nombre d'institutions desquelles on ne peut pas sortir. Voilà. Alors, le problème, à partir de ce premier constat, c'est d'arriver à prendre des distances. Et je répète, ce n'est pas de dire les Lumières ont été mauvaises, ce n'est pas du tout le cas, ça n'a aucun sens. Historiquement, elles ont eu leur rôle, ce n'est pas un problème. En revanche, c'est de comprendre que nous, nous avons, d'une certaine façon, à dénouer en nous-mêmes un certain nombre de nœuds pour faire autre chose. D'autant plus que, c'est le deuxième point, avec cette conception essentialiste ou naturaliste de la culture, avec le présupposé que la culture c'est le progrès et que le progrès fait l'homme et l'élévation de son âme, etc. Là, c'est tous des textes que je vous cite, je les enchaîne à tout à l'heure, mais c'est tous des textes, des citations finalement. Nous sommes aveugles à la situation dans laquelle nous sommes. Et la situation dans laquelle nous sommes, donc je ne vais pas la reprendre parce que globalement, mon collègue l'a très bien décrite. Je vais juste faire quelques allusions en supplément, mais c'est juste en supplément. Le problème de la déstructuration des identités, mais des identités, non pas des identités telles que vous pouvez peut-être le penser, mais telles qu'on en a hérité des Lumières. C'est pas tout à fait la même chose. Chaque fois, il faut savoir mettre un coin dans les choses. Bon, je passe là-dessus. La question du spectateur-consommateur, vous la connaissez aussi bien que moi. La question aussi des digital natives, désormais, qui est évidemment fondamentale, et à partir de laquelle il faut reprendre tout le travail, par exemple, sur les jeux vidéo, sur les constructions des jeux électroniques, dans la mesure où les jeux en question, désormais, ne sont plus des jeux qui travaillent sur des fragments idéologiques, mais sont tous des jeux qui travaillent sur l'idée que désormais c'est l'expérience des jeux vidéo que vous intégrez et pas les sujets mêmes des jeux vidéo. Il faudrait développer tout ça, c'est extrêmement passionnant et c'est extrêmement intéressant pour comprendre un certain nombre de choses. Bon, derrière tout ça, ce que tu n'as pas cité, mais ça joue avec, c'est la question du développement du post-humain et la manière dont désormais on définit non plus l'homme, ça n'est plus possible, il faut faire autre chose, etc. etc. Bon, donc moi ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que nous assistons non seulement à toutes ces mutations, mais ces mutations ont une composante anthropologique absolument fondamentale, qui est la suivante. Elle tient en 3 expressions. Un monde sans pensée verticale. Ça, c'est très, très important pour comprendre justement ce qui est en train de se développer sous nos yeux, qui est parallèle à ce qu'a dit mon collègue. Deuxièmement, un monde sans répit. C'est-à-dire que le changement est permanent, etc., et qu'on ne peut pas se fixer. Il faut apprendre justement à s'organiser dans le sans-répit. Et troisièmement, un monde dans lequel la culture, en tout cas le mot, parce que je ne suis pas sûr que ce soit la chose, est devenu le vecteur d'une réorganisation complète et générale de la consommation. Bon, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, dans ce contexte, comme vous le savez, pour l'entendre absolument partout, et tout à l'heure je lisais la FAZ, le journal allemand, et il y a tout un article aujourd'hui justement sur ces questions-là, c'était assez bienvenu pour ceux qui parlent allemand. Alors, le problème, c'est que nous sommes débordés par la réaction. Alors, je ne sais pas si les personnes qui sont réactives sont aussi réactionnaires, ça va vous débrouiller avec ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes surchargés par la réaction, et par une réaction qui est curieusement extrêmement modélisée. Elle s'exprime sur le mode « c'était mieux avant », si vous voulez, ça c'est la formule simplifiée. Elle s'exprime de façon plus cultivée habituellement sur le mode les Lumières, c'est vraiment l'horizon de notre futur, etc. Bref, en un mot, on essaye plus ou moins tous, et c'est toute l'affaire des repères et de la transmission aujourd'hui, on essaye tous, grosso modo, d'enseigner ou de montrer aux nouvelles générations que leur futur c'est le passé. Et ça, c'est un vrai problème. Bon. Je crois que j'en suis au point numéro 4. Au lieu de rester donc dans la réaction, alors les réactions, il faudrait beaucoup les détailler, mais au lieu de rester dans la réaction, ce qui m'intéresserait moi, alors là j'ai peut-être tort, et tant mieux si c'est un objet de discussion un peu vif, je propose un autre paradigme de la culture. Alors, grosso modo, si vous allez vite d'abord sur cette affaire de paradigme, ça veut dire modèle, excusez-moi, un paradigme de la culture. Donc, grosso modo, il existe 3 grands modèles de réflexion sur la culture. Ne vous faites pas
prendre au piège de celui, il y a quelqu'un effectivement qui affirme partout dans la presse qu'il a découvert 297 définitions, mais il ne sait pas ce qu'il ne sait pas réfléchir. Enfin, bon, voilà. Donc, non, mais si vous prenez une citation pour une définition, alors moi je peux vous en aligner 10 000, c'est pas ça le problème. Vous avez une définition donc classique tenant à la philosophie des Lumières, de la culture. La culture est élévation de l'âme. Bon, voilà, ça, grosso modo, je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. Le deuxième paradigme de la culture, c'est la culture pensée comme formation. Que vous pensez cette formation au niveau des individus ou au niveau des peuples, voilà, ça engage toute une réflexion sur l'histoire, etc. Vous avez un troisième paradigme de la culture qui est le paradigme de l'ethnologie. Donc la culture, c'est un ordre symbolique qui, en même temps, qui à la fois réunit et sépare, par définition même, bien sûr. Bon, voilà, vous en avez trois, globalement, dans l'espace de temps qui est celui de la modernité 18e jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, ceux qui jouent la réaction ne proposent pas un nouveau paradigme. Ils vous disent, le passé, c'est notre futur. Moi, j'appelle pas ça un paradigme, donc j'évacue. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est peut-être d'essayer de penser autre chose. Un paradigme que j'appelle le paradigme de la culture de soi. Alors, je fais tout de suite une parenthèse, ce n'est pas du tout une référence au ministère de la Culture et aux différents thèmes de propagande nouveaux du ministère de la Culture français, c'est pas du tout ça l'enjeu, c'est penser autrement, etc. Je ne veux même pas risquer la confusion. Ce qui m'intéresse dans la culture, dans ce paradigme de la culture de soi, c'est que, il faut donc cesser de parler de la culture, mais apprendre à parler d'un se cultiver. Autrement dit, analyser et reprendre en charge tous les problèmes et tous les modes d'appropriation de la culture par les personnes et plus du tout de s'occuper de savoir si on met les objets, tel objet dans la culture ou pas dans la culture, mais comprendre que ce qui est intéressant, c'est d'abord les appropriations. Comprendre dans la foulée que ce qui est fondamental en chacun d'entre nous, c'est nos trajectoires. Ce n'est pas l'être que nous sommes, c'est nos trajectoires. C'est nos passages de quelque chose à autre chose. C'est le remaniement constant que nous sommes obligés ou assignés à faire de nos existences. Non pas, là, je ne parle pas de la consommation, de l'industrie, etc., mais dans le domaine de la culture. Parce que chaque fois qu'un artiste nous propose... Alors, je suis désolé, je maintiens la catégorie d'artiste 2 minutes. Chaque fois qu'un artiste nous propose quelque chose, eh bien, il faut se refaire. Il faut se refaire entièrement. Ou alors, si vraiment on a l'habitude de ce spectacle-là, ça ne vaut absolument pas la peine d'y aller. C'est absolument complètement vain d'essayer d'aller vers quelque chose qu'on connaît déjà par cœur. Ça n'a pas de sens. Bon, en revanche, il faut s'offrir évidemment à des choses différentes. Et s'offrir à des choses différentes, c'est comprendre que c'est pas la différence, elle n'est pas chez l'artiste ou dans l'œuvre, elle est dans la manière dont moi je suis obligé de recommencer à m'éduquer, me former, me reprendre, me ressaisir et me réapproprier quelque chose. Donc que moi j'appelle maintenant la culture, mais qui est pensée tout à fait autrement. Et troisième point, comprendre que le rapport à l'œuvre d'art, mais ça c'est un problème de rapport avec nos collègues anglo-saxons, comprendre que le rapport à la culture n'est pas un rapport d'expérience. Il faut cesser cette invasion et cette comment dire, facilité qui consiste à traiter le problème de la culture comme le domaine de l'expérience. C'est pas du tout ça. Alors, je ne suis pas développé, mais grosso modo, le domaine de la culture, c'est celui de l'exercice et de l'exercice de soi, mais pas du tout d'expérience. La preuve en est d'ailleurs, pour prendre juste un point et le signaler, puis le reste dans la discussion au besoin, toute expérience renvoie toujours à une sanction. Il y a une sanction de l'expérience. Il y a un feu, là, vous ne savez pas ce que c'est qu'un feu, vous jetez dedans, ben, vous serez brûlé. Bon, voilà. Il y a une sanction de l'expérience. Il n'y a pas de sanction devant l'œuvre d'art. Il n'y a pas de sanction. Vous pouvez passer des milliers de fois devant un tableau, vous pouvez regarder, assister à des milliers de fois à un spectacle théâtral, etc. Il n'y a pas de sanction. Donc pourquoi expérience? Ça n'a aucun sens. En revanche, c'est de l'exercice. C'est de l'exercice de soi. C'est de l'obligation de se rapporter à soi-même, d'essayer de réfléchir à ce qu'on pense, ce qu'on a acquis, quelle a été notre éducation, comprendre qu'elle se confronte bien ou mal à l'œuvre devant laquelle on se trouve et comprendre qu'on est obligé de se déprendre de soi si on veut comprendre quelque chose à ce que nous présente un autre. Et dernier point, l'un des enjeux, mais alors là je dérive un peu parce que je fais plus allusion à l'art contemporain qu'aux formes d'art, disons classiques ou modernes. L'un des enjeux de l'art contemporain, c'est incontestablement de nous mettre non pas en rapport avec l'œuvre, ça c'est une composante très classique, mais d'imposer ou d'orienter les spectateurs dans un rapport aux autres spectateurs. Désormais, si vous voulez, dans la grande triangulation qui a été constituée au XVIIIe siècle, qui rapportait le spectateur, l'artiste à l'œuvre d'abord, ça c'est un premier point, puis dans un deuxième temps le spectateur à l'œuvre, désormais on est passé à une toute nouvelle composante qui est celle de l'art contemporain, qui est celui du rapport entre les spectateurs
dans la mesure où l'œuvre est, d'une certaine façon, l'instrument, le moteur d'un soulèvement du rapport à l'autre. Mais pas du rapport à l'autre, l'œuvre cette fois, mais du rapport à l'autre, l'autre spectateur. Aussi banalement que si je vous disais, quand vous êtes dans une exposition d'art contemporain et que vous commencez à dire « mais j'y comprends rien », etc., vous sollicitez l'autre et vous sollicitez le dialogue ou le rapport à l'autre. Et c'est ça qui est constitutif de l'art contemporain. En étant constitutif de l'art contemporain, on se retrouve exactement au cœur même de ce que moi j'appelle la culture, c'est-à-dire, grosso modo, une construction rapporté à l'émancipation possible de l'humanité, dont je crois que l'un des moyens est ce que je viens de dire, c'est-à-dire la culture de soi. Bonjour, Muriel Aubert. Je dirige un centre de danse en banlieue parisienne. Je voulais que vous... J'ai pas bien compris, ou je voudrais que vous m'explicitiez mieux. Pour vous, il y a toujours une sanction avec l'expérience. C'est bien ce que vous avez dit? Oui. Oui. Vous pouvez aller un petit peu plus loin parce que je... Ah bah, en quelques mots, disons que à partir du moment où vous êtes pris dans les réflexions philosophiques dans lesquelles s'est élaborée la notion d'expérience. Et je vais renvoyer à nouveau au 18e, peu importe, on ne va pas citer les auteurs, ça n'a aucune importance. La notion d'expérience, qui n'est pas la notion d'expérimentation en sciences, qui est l'expérience, elle est toujours rapportée à l'éducation et elle a une propriété très particulière, c'est qu'elle relève d'une sanction. Je dis la sanction, ça veut dire que votre expérience, elle peut être invalidée ou elle peut être validée. C'est ce que j'entends par sanction d'expérience. Je répète mon affaire, vous mettez la main dans un feu, vous savez, vous êtes gamin, vous ne savez pas ce que c'est qu'un feu, vous faites l'expérience du feu, etc., la main brûlée, vous savez, bon, et puis le suivant, en principe, il doit regarder ça de près et se dire, je ne vais pas le faire. Ça s'appelle la sanction de l'expérience. Si maintenant vous prenez la question, le rapport à l'art, le rapport à l'art ne saurait en aucun cas relever d'une expérience, c'est-à-dire d'une sanction quelconque. Que vous admiriez ou non la Joconde, je vais prendre des choses classiques, ça évite de s'égarer, que vous admiriez ou non la Joconde ne peut pas relever d'une sanction quelconque. En plus du fait qu'on ne peut pas vous obliger à l'aimer ou à ne pas l'aimer. C'est un tout autre ressort et d'une toute autre articulation. Et trois... Oui, mais je ne le nie pas, soit. Non, mais je ne le nie pas, je n'ai pas du tout supprimé. En revanche, il y a un troisième volet à cette question de l'expérience, c'est que depuis un certain nombre d'années, mais là aussi, alors ne tournez pas mon propos à l'accusation, parce que c'est un problème de discussion extrêmement important. Depuis un certain nombre d'années, nous sommes très largement sous influence, en tout cas dans le discours des critiques d'art, dans le discours, etc., sous influence anglo-saxonne. Influence autour de laquelle effectivement la notion d'expérience est primordiale pour des raisons stratégiques à l'intérieur du corpus anglo-saxon. Et à ce titre-là, aujourd'hui, enfin, dans les discours qu'on entend, grosso modo, la notion d'expérience est reprise, mais jamais travaillée, jamais comprise, jamais élaborée. C'est juste, voilà, on parle tout le temps de l'expérience. Moi, je répète, j'arrête systématiquement les personnes que j'entends parler de cette façon-là pour leur demander, mais qu'est-ce que c'est que cette expérience ? Voilà, bon, mais après, c'est un objet de discussion, c'est intéressant. Jean-Michel Morel, je suis directeur des affaires culturelles de la ville de Tremblay en France. Pour ceux qui prennent l'avion, c'est la ville de l'aéroport Charles de Gaulle. Par rapport à votre intervention, j'ai quelques points qui vont être aussi décousus que volontairement vous êtes intervenus. D'abord, je crois qu'il ne faut pas mélanger relativisme et complexité. C'est-à-dire, c'est deux notions complètement différentes. Autant la complexité, effectivement, est intéressante, autant le relativisme, je persiste à ce que je disais tout à l'heure, comme on dit dans ma banlieue, c'est craignos. Quand vous avez fait une trajectoire directe entre Diderot et Himmler, d'abord, c'est un truisme intellectuel dont je pense aujourd'hui on peut se départir, mais en plus, ça permet d'enjamber tranquillement la Révolution française. Chose quand même, à mon avis, intellectuellement difficile. Sur la notion de trajectoire, je suis assez de votre avis. C'est un bon concept.
C'est un concept extrêmement intéressant. Puisque vous avez été dans le lacanisme avec repère et repère, je reprendrai ça pour amer et amer. C'est-à-dire, effectivement, on peut se déplacer avec des amers à condition qu'ils ne créent pas d'une amertume trop grande. Et dernier point sur la culture, je suis quand même assez frappé que tous les exemples sur la culture amènent à l'art. Je questionne, que fait-on dans le champ culturel de la science? Elle y appartient, elle est source d'imaginaire, elle est source de création, ou elle est complètement en dehors de ce champ? Je vais répondre à l'envers. Premièrement, pas la science, mais la culture scientifique. Pour moi, fait partie de la question de la culture, donc je ne suis pas du tout exclu. Je regrette premièrement qu'en France, science et culture, pour aller vite, relève de deux ministères différents. C'est absolument scandaleux. Je parle bien, à propos de science, de la culture scientifique. Le travail des scientifiques, c'est un autre problème. Donc là-dessus, n'ayez pas de doute, c'est entièrement impliqué pour moi. D'ailleurs, je ne vois pas bien comment on pourrait désarticuler le rapport entre science et telle ou telle œuvre. Il suffit de réfléchir un peu pour voir qu'il y a évidemment des rapports, parfois des rapports conflictuels et contradictoires, mais il y a toujours des rapports entre les deux. Et au passage, et juste pour terminer là-dessus, mais franchement, je ne suis pas venu pour parler de moi, mais tous mes derniers travaux portent sur le rapport art et culture, donc science et culture. Et donc voilà, bon, les derniers numéros de revue que je viens de sortir portent entièrement sur cette question-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour glisser un peu d'humour dans l'affaire, à propos de Amer, j'ai un imprimeur, il y a 3-4 mois de cela, dans un texte dans lequel j'avais utilisé la notion d'Amer, etc. Il ne devait pas comprendre le texte, je ne sais pas en fait ce qui est arrivé, donc il a mis amertume à la place. Donc j'étais obligé de lui faire tout refaire. Juste apprendre que, on ne peut peut-être pas glisser comme ça de l'amer à l'amertume. Maintenant, on peut jouer de façon surréaliste sur amer aussi, je ne vais pas le faire parce que là, je crois que vous êtes beaucoup plus fort que moi pour ce genre de choses. Troisième chose, le concept de trajectoire. Bon, ben voilà, moi je le mets en discussion, j'essaye, voilà. Tout ce que je publie actuellement tourne autour de cette affaire-là, mais pas de trajectoire tout seul, mais le rapport entre trajectoire, exercice et interférence. Voilà, c'est pas seulement trajectoire. Trajectoire débloque un certain nombre de choses, exercice permet de jouer de l'opposition à toute la philosophie anglo-saxonne aujourd'hui, et interférence me paraît être une des spécificités de l'art contemporain. Donc je ne veux pas les séparer, donc à la fois vous avez raison et en même temps moi je ne les sépare pas. Alors les deux autres remarques, je ne vais pas vous le faire, ça ne rimerait pas à grand chose. La Révolution française, elle est dans mon texte, voilà. En plus je ne pourrais pas, je pourrais pas la séparer de mon premier propos, celui qui porte sur la question des Lumières et autres. Voilà, c'est simplement, c'est vrai que, bon, l'affaire du relatif, bon, moi je l'ai dit, je le maintiens, mais bon, après on peut rediscuter indéfiniment. Peut-être Eric Corain, vous voulez aussi compléter, réagir un petit peu à ce qu'a avancé sur Ruby. Deux remarques dans la discussion. Peut-être commencer avec la Révolution française, l'institution de la République, etc. La Révolution française est une exception. Disons, la majorité des États modernes se sont construites dans une transition beaucoup plus organique, métissée, mélangée, etc. Et donc, je pense que si nous devons élaborer une théorie de la culture et les rapports à la société instituée, la République, qui est un référent quand même fort dans tous les débats français, nous devons avoir un œil que c'est une exception. Et c'est une exception parce que l'Ancien Régime a tenu plus longtemps que dans d'autres systèmes. Hein? Parce qu'en réalité, je pense, la ruralité, l'urbanité, ce qui pour moi est très important dans tous ces débats, et donc oui, je construis mon argument sur l'urbanité, hein. Pour moi, l'européanité, c'est l'urbanité. Pourquoi, je pense que, la modernité, disons, le capitalisme est européen, pourquoi pas ailleurs, hein? C'est parce que c'est, pour moi, le seul endroit où l'urbanité
post-médiévale qui a construit cette nouvelle bourgeoisie et, à partir de son indépendance relative, a gagné par rapport à l'aristocratie, par rapport à l'Empire, etc. Je veux dire l'Empire ancien, pas l'Empire post-révolution française. Donc, pourquoi pas en Chine? Pourquoi pas en Inde? Pourquoi? Parce que je pense que la bourgeoisie en Europe a gagné. Et la bourgeoisie est urbaine. Et donc, tout ce qui est l'art, la Renaissance, etc., a eu besoin du contexte urbain et même, disons, de l'état urbain. Je pense que c'est un élément très important à réfléchir. Parce que ça a été caché par la construction des États-nations, la reterritorialisation, la coupure en morceaux de tous les réseaux urbains qui s'est construit après le Moyen-Âge. Et comme ça, les villes n'ont plus été des nœuds dans des connectivités, mais sont devenues des territoires. Hein, Lyon est devenue une ville française. Il faut un peu refaire l'histoire à ce niveau. Hein. C'est comment la France et le français s'est construit par rapport à ces autres réalités. Je pense que ce qui est très important à regarder maintenant dans la mondialisation, c'est ces autres connexions, ces autres connectivités, ces connectivités post-médiévales peuvent ou semblent réapparaître. Et il y a là d'autres histoires, d'autres façons de donner sens qui sont en train d'émerger. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais quand on parle de, disons, la grande invitation de Lille, je ne sais pas si le représentant de la ministre est encore là, mais disons, cette proposition n'est pas franco-française, n'est pas la francophonie qui fonctionne. Hein. C'est vraiment la zone métropolitaine urbaine. Quand Lille était la capitale culturelle de l'Europe, il y avait 24 maires qui étaient dans le conseil d'administration des ASBL, ou je ne sais pas comment ça s'appelle en France, dont le bourgmestre de Courtrai, qui en même temps, naturellement, a dû se réaliser qu'une des villes importantes, disons, en Flandre, est en réalité, disons, la banlieue de Lille. Je dis, cette reconstruction territoriale des cartes mentales, etc., du réseau urbain, la mise en réseau urbain est important. Et donc, dans ce sens, il faut réinventer la République. Je m'excuse, moi je suis très attaché à ces valeurs-là, mais si ces valeurs, disons, nécessitent à maintenir tout le siècle encore la France, hein, avec son président, avec tout ce que ça implique, je ne pense pas que disons, la réorganisation, ça ne va pas se maintenir encore 100 ans, je pense. Donc, voilà. Deuxième élément par rapport à mon collègue, c'est cette affaire d'expression de soi. Je dois dire que je vous suis longtemps dans l'exposé, et puis là, disons, la perspective philosophique, la perspective individuelle, le soi là-dedans, justement, je pense que le soi est en train de se déconstruire aussi. Et que donc, moi, je regarde ces problématiques-là beaucoup plus à partir de pratiques sociaux. Ce n'est pas le pragmatisme anglo-saxon. Ce n'est pas cette affaire d'expérience, mais c'est comment des êtres humains font sens ensemble en pratique. Une pratique sociale est toujours culturelle d'une certaine façon. Et donc, faire référence, hein, donc, je suis d'accord, ce n'est pas seulement une expérience, mais ce n'est pas seulement non plus une expression de soi. C'est justement comment ça fonctionne comme référent. Et ça, c'est un élément, naturellement, qui, quand on regarde au niveau de la politique culturelle, par exemple, devient quelque chose de très important.
Je peux faire juste 3 remarques, dont la troisième est importante. Les 2 autres, on peut passer plus vite. Premièrement, je pense qu'il faut aussi cesser avec le mythe de la Révolution française, c'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre que la Révolution française, c'est un ensemble de mouvements contradictoires. Et ce qui est intéressant, c'est d'analyser ces contradictions, ces dissensus, plutôt que de continuer à perpétuer une espèce de mythe d'une Révolution française, unique et absolue, qui je pense, n'a pas d'intérêt. Si vous reprenez, pour recadrer les choses par rapport à notre débat, les débats sur la question de la culture, les problèmes de la culture à l'intérieur de la Révolution française, vous lisez le livre d'Édouard Pommier et 2 ou 3 autres de ce genre, vous allez voir que c'est quand même quelque chose, c'est pas tranquille, c'est pas des choses faciles, il faut se battre, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de définir les mots, etc. Et que la Révolution française, là-dessus, elle est quand même un lieu de tension, et l'affirmation de l'un, de l'unique, de l'homogène, c'est peut-être ce qui est sorti, mais c'est pas forcément du tout ce qui, dans le cours de la Révolution française, est le plus intéressant. Je fais une deuxième remarque. Alors, oui, bon, je vais en sauter, mais comment dire, dans les débats un peu rapides comme ça, il y a toujours des ambiguïtés. Alors, je vais en éliminer une, mais il faudrait refaire tout le débat. C'est que quand moi je dis culture de soi, je ne dis pas culture du moi. Ça c'est affirmé dans absolument tous mes propos. Le soi et le moi, excusez-moi, ça après c'est un problème de construction philosophique. Si j'avais voulu construire une égologie, je vous aurais pas parlé de cela. Et il y en a justement trop, et on est d'accord. Et c'est absolument pas ça. Le soi se définit en philosophie comme rapport à l'autre, et dans ce rapport à l'autre, c'est l'autre qui prime sur le moi, justement. Donc voilà, ça vous fait peut-être réentendre mon propos autrement, mais il ne s'agit pas du tout. Du coup, je suis entièrement d'accord avec ta remarque, voilà, c'est tout, mais il fallait repréciser qu'il y avait un problème sur les mots. Et juste dernière chose, du coup, ce qui m'intéresse, c'est que peut-être, alors dans la question de la culture, on a trop privilégié le lisible, on a trop privilégié le visible, on a trop privilégié l'audible, et on n'a pas compris que le centre, c'était le dissible. C'est-à-dire la manière dont chacun se réapproprie les choses pour pouvoir se parler au travers de ce qu'il a vu et de ce qu'il a fait, de telle sorte que nous construisions. Alors moi j'appelle ça des archipels, donc peu importe, en fait, des archipels d'affirmation, de pratiques culturelles différentes. Toi tu dis directement des pratiques culturelles, voilà, mais il n'y a pas de distorsion complète, il y a juste un problème de... Donc Arnaud Timmermans, est-ce que vous pouvez développer cette notion d'exercice ? Alors, est-ce que c'est un exercice au sens d'exercice spirituel, comme une espèce d'entraînement mental ? Est-ce que c'est l'exercice d'un droit, ou d'une liberté, ou de quoi que ce soit d'autre ? Quelle est la troisième voie que vous traceriez alors entre les deux ? Voilà, c'est ma question. Merci. Alors, comme je dois être extrêmement bref, je vais essayer de raccourcir au maximum. Exercice, premièrement, j'évacue le sens scolaire. Faire des exercices encore qui m'intéressent, parce que ce n'est pas tout à fait rien. Ce rapport à la règle, parce que c'est ça un exercice scolaire, la manière dont... Bon, je pense que toute œuvre culturelle me présente une règle à laquelle je dois me confronter. Ce que j'appelle l'exercice, c'est ça. C'est ce rapport, cette confrontation qui me construit comme spectateur au droit d'une œuvre. Pas dans mes fantasmes, pas tout seul, etc., pour éviter encore une fois la question du moi, mais dans un rapport à, voilà. Et alors, ensuite, que cette dimension de la notion d'exercice soit personnelle, disons individuelle pour aller vite, ou qu'elle puisse revêtir une face de droit, bien sûr, bien sûr. Je vais de l'un à l'autre, mais après, il faut raffiner, parce que j'ai 15 secondes, c'est pas... Monsieur. Alors moi je suis donc Claude Semal, un de ces artistes qui n'existe pas, qui plus est artiste belge, donc c'est quelque part une double négation. J'ai beaucoup aimé le côté, disons le rapport entre l'anthropologie et le rôle de la culture aujourd'hui. Et j'ai par rapport à ça, moi, un fameux problème, c'est que quand on regarde à peu près tous les peuples premiers et la façon dont ils vivent, la culture sert toujours à se différencier des autres. On se lime les dents, on se tatoue les oreilles, on se coupe les zizi, on crée des interdits alimentaires, on se met des tresses sur la tête et bien entendu on chante certaines chansons et on danse certaines danses. Alors j'ai le sentiment que la culture dans un sens communautaire a été pendant longtemps chez nous notre façon à nous de nous limer les dents et de nous tatouer les oreilles, c'est-à-dire une façon de dire assimilez-vous à notre culture et vous ferez partie du groupe. Autrement dit, on avait un rapport à la culture qui est profondément communautariste. Mais le communautarisme, c'est apprendre à vivre avec les gens qui nous ressemblent. Est-ce qu'aujourd'hui, précisément dans ces grandes villes multiculturelles, le rôle de la culture ne doit pas être apprendre à vivre avec des gens qui ne nous rassemblent pas,
Et dans un deuxième temps, est-ce que ça signifie que la culture aujourd'hui, c'est des simples segments de clientèle avec chacun son petit poteau communautaire, ou bien est-ce qu'il faut rêver à de nouvelles formes culturelles qui vont précisément transcender ces différences pour nous permettre de continuer à vivre ensemble? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question qui est très très vaste en plus. C'est le débat en soi. La réponse est oui. Moi j'aime bien parce qu'en plus de l'humour, ça va vite. Mais je pense pour le faire, il faudra déconstruire la notion de culture aussi. Oui. C'est-à-dire la culture culturelle qui d'un côté ne peut qu'être communautaire d'une certaine façon, reconnue par ceux qui font sens dans cette culture et puis se différencie de l'autre d'une certaine façon, de vivre ensemble, qui pour moi ne doit pas être un vivre ensemble culturel, mais là il faut inventer la civilité. C'est-à-dire, et là je dis cette transition, je ne sais pas comment on va en sortir, mais l'inspiration, disons, des Lumières, qu'est-ce qui a été fait? C'est-à-dire, on a maintenu la règle on tuera point, sans nécessairement devoir prendre la légitimité que c'est un ordre de Dieu. Hein? Donc on peut légitimer ça de façon différente, pourvu que cette règle rentre dans la civilité commune. Je pense qu'un des éléments, et c'est aussi, disons, une tâche artistique ou culturelle de construction, d'invention d'une certaine façon, mais inventer ce qui peut nous faire vivre ensemble en dehors de la culture commune, c'est en construction un autre commun qui pour moi est le sens de la politique en réalité. Mais là je pense que donc l'art et la culture, en se détachant de l'État, d'une certaine façon, doivent réinventer la politique en même temps. Il faut en discuter aussi longuement. Mais... Merci. Je propose qu'on en reste là. Justement, ces espaces de vivre ensemble autour de l'art, avec l'art, on en parlera dans les 2 tables rondes suivantes, des espaces d'utopie et d'expérimentation également. Je remercie donc Eric Corain et Christian Ruby pour leurs 2 interventions brillantes.